Salut, salut. Voilà comment ça sort, c'est comme ça sort. Eh, voilà qu'on réveille les vieux démons. Ça fait partie des vieux démons de la Côte d'Ivoire. Bon, moi, je veux un peu tirer l'attention à nos frères ivoiriens et tous ceux qui ont suivi cette histoire. Parce que j'ai regardé la vidéo de ce jeune. Ça m'a beaucoup impressionné, mais ça a beaucoup attiré mon attention sur beaucoup de choses. Parce que il y a des ombres de vérité qui ne sont pas dites. Moi, je crois que cette histoire, un peu, elle est, je dirais, un peu liée à la rébellion. Moi, je vois ça comme ça. Parce que les détails qui a été donné par notre confrère me fait penser à la rébellion. Parce que la rébellion a été fomentée par, disons, a été fomentée au Burkina. Et à voir de près, il y a beaucoup de choses qui sont passées parce que l'auteur aujourd'hui que nous connaissons tous, qui n'est pas le vrai, et a eu la possibilité de s'échapper, mais qui ne l'a pas fait, a eu la possibilité de trouver un autre abri, mais qui ne l'a pas fait, mais qui allait toujours dans le même sens pour se faire rattraper. Et ce qui m'étonne un peu dans toute cette histoire, après notre ami va nous donner plus de détails, est que cette personne est très sereine. Elle n'a pas de problème de pouvoir s'exprimer et elle ne se répand pas. Hein. Elle n'a pas de remords par rapport à tout ce qu'il a fait, tout ce qu'elle a fait, pardon. Et elle continue à expliquer de manière désinvolte et ainsi de suite. Ouais. Ce qui me fait un peu tiquer est que l'argent qui a été volé, c'est quand même 2 milliards 600 millions de francs CFA qui a été volé. Cet argent, on retrouve seulement que 364 millions. 364 millions. Et quand vous allez déduire les 364 millions dans les 2 milliards, vous voyez ce qui reste. Donc, c'est vraiment énorme. C'est énorme. Il y a beaucoup d'argent qui ont disparu. C'est vrai, il a eu à dépenser d'autres, mais combien il va pouvoir dépenser en un bref de temps? En un bref de temps. Ok. La rébellion a été financée, on dit, par, comment on appelle ça, par, je ne sais qui, ce monsieur qui a été nommé, ainsi de suite, rentré ici là. Mais de vous à moi, je pense bien que ça fait beaucoup. Hein. C'est plus de choses, comment on appelle ça, 600 millions. Hein. Non, je dis 600 millions. Il y a 1 milliard 600 millions qui sont en jeu, qui se sont restés. 1 milliard 600 millions. Moi, je dis ça comme ça. 1 milliard 600 millions, comme je me fais le compte. Et qui n'ont pas été retrouvés. Alors, la rébellion a été financée par un monsieur que j'évite de dire son nom ici parce que, bon, ce qui est sûr, vous le connaissez. Draman n'a pas été en reste. Donc, si Draman n'est pas en reste, que cette rébellion a été financée. Mais moi je dis, cet argent de la BCAO a contribué à ça, si je ne me trompe pas. Quand on prend les détails qu'on a eus, ce qui est sûr, vous allez avoir les détails et vous-même vous allez donner votre avis. Mais quand on prend tout ça, on se pose la question de savoir beaucoup de choses. Moi je pose la question maintenant, est-ce que le commanditaire de ce braquage
c'est vraiment Sia Popo. Derrière lui, qui pistonnait? Dans son interview, il a eu à dire, ce sont des spécialistes. Ils sont tous ivoiriens. Bon, moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Comment se fait-il que on sait très bien que ce n'est pas lui le commanditaire. Ce n'est pas lui le vrai auteur de, comment on appelle ça, du braquage. Il y a eu des complices, et même des complices qui sont de haut placés. Des complices qui avaient quand même, c'était des personnalités du pays, mais qu'on n'a pas pu mettre la main sur celle-là. Pourquoi? Et pourquoi l'affaire a disparu? Pourquoi l'affaire est restée sans suite? Pourquoi l'affaire n'a pas pu être... Bon, disons, n'a pas eu d'éclaircissement sur certaines zones de vérité? Moi, je me pose toutes ces questions. Bon, je ne vais pas rester là en train de poser trop de questions, mais vous-même, vous allez trouver des réponses et poser des questions à la suite de cette vidéo, parce que moi, ça m'a vraiment attiré l'attention. Donc, je vais vous laisser écouter et vous m'en direz à la suite ce que vous en pensez et comment on peut débattre. Parce que ça, c'est du balèze. Je dis bien, c'est du balèze. Sia Popo Prosper, le présumé auteur du hold-up de la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, BCAO d'Abidjan. Nous sommes le 27 août 2002, aux alentours de 11 h, et un événement vraiment étrange, ou du moins spécial, qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Il faut savoir qu'il y a un véhicule qui de base est censé récupérer de l'argent à la BCAO, l'agence financière qui se trouve à Abidjan à cette période-là. Et lorsque ce véhicule rentre dans l'enceinte de la BCAO tout naturellement, il est en train de charger, récupérer des sacs pleins d'argent. Et pendant ce chargement, on voit que derrière ce véhicule, le portail est toujours ouvert, on aura un autre véhicule qui va pénétrer l'enceinte. Et ce véhicule-là, lorsqu'il arrive, on voit à l'intérieur de celui-ci 4 personnes qui sont en réalité encagoulées. Ces personnes-là sont venues pour récupérer cet argent. C'est un braquage. Rapidement, ces personnes-là permettent à ce que 5 autres personnes puissent entrer. Donc, au total, 9 personnes qui vont neutraliser ces agents-là qui est en train de remplir le premier camion, venir récupérer de l'argent pour les autres banques, les banques commerciales. Et on aura, à partir de cette période-là, une scène qui est digne d'un film Netflix. Il faut savoir que à l'intérieur de cette banque BCAO, il y avait un homme qui manipulait tout. Parce que aucun problème n'est survenu pendant le braquage. On parle de 15 minutes seulement. C'est 15 sacs qui sont récupérés, environ 2,6 milliards de francs CFA, et rapidement tous montent dans le véhicule, quittent les lieux et sautent du radar du service de sécurité de Côte d'Ivoire. En fait, ils quittent Abidjan avec l'argent. Le braquage est un succès. À partir de cet instant, on se pose la question de savoir comment est-ce que tout cela s'est fait. Et l'interrogation va rapidement avoir une réponse. On tombe sur un certain Sia Popo Prosper. Il faut savoir que cette personne est simplement un vigile dans l'endroit. Et en sa qualité de vigile, ce jour-là, il est venu non pas en tenue, du moins, il n'était même pas en poste, il était en civil. Et ça serait un élément déclencheur dans la tête de la majorité. Donc toutes les personnes qui travaillent à la BCAO vont donc le cibler pendant leur témoignage comme le suspect principal. C'est Sia Popo Prosper qui, quelque part, serait en bas de cela. Alors, pour rapidement mettre la main sur l'homme, le service de sécurité et le ministère de la Justice vont s'activer. Mais il faut savoir que de l'autre côté, ou du moins de son côté, la BCAO, dirigée à l'époque par M. Charles Konan-Banny, va également mettre de l'argent sous la tête de Sia Popo Prosper. Celui-là qui le retour va gagner 1 million de francs CFA. Et en 2002, 1 million de francs CFA, c'était vraiment beaucoup. Pas beaucoup, mais beaucoup d'argent. Donc, il y a déjà de l'argent en jeu. Mais à côté, il y a également Interpol qui est saisi et les services de sécurité de la sous-région sont activés. On recherche un certain Sia Popo Prosper. Et sur l'affiche à l'époque, c'était un homme avec un chapeau sur la tête. Donc, on n'arrivait pas vraiment à l'identifier sans le chapeau, mais on reconnaissait quelque part la face, le visage du jeune homme, Sia Popo Prosper. C'est l'homme à rechercher, c'est l'homme qui devient la célébrité de la mi-2002 en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Sia Popo Prosper, de son côté, va quitter Abidjan avec toutes les autres personnes qui ont collaboré relativement à ce braquage-là. Mais
un élément important à signifier, c'est qu'au début de l'enquête, on va directement aller chez Siapoko Prosper, c'est-à-dire là où il résidait avant le braquage. Et lorsqu'on arrive, on retrouve la maison vide. Il n'y a pas d'affaires dans cette maison-là. En réalité, on peut dire terre à terre, il a quitté la maison. Mais c'est pas ça seulement qui est surprenant. L'élément inquiétant du moins surprenant, c'est que 1 mois avant, sa femme a elle également quitté la maison. Elle est partie en France. Donc, Siapoko Prosper, 1 mois avant de réaliser son braquage, on pourrait dire même avait déjà joué ou préparé déjà ce coup-là, avait permis à son épouse de quitter la Côte d'Ivoire. Mais c'est pas ça l'élément le plus important. Siapoko Prosper de son côté, qui n'est plus à Abidjan, faut savoir qu'il s'est retrouvé parce qu'il avait déjà prévu le coup, le plan au Ghana voisin. Au Ghana, son plan il est simple, c'est de se recréer une personnalité, mais l'objectif c'est surtout quitter la zone ouest africaine. Non, c'est quitter le continent africain parce qu'il a déjà ciblé un pays où il aimerait commencer une nouvelle vie. Le jeune Siapoko Prosper est désireux de rechuter, de tomber en Allemagne pour débuter sa vie de milliardaire. C'est en ce sens-là qu'il va rapidement se créer une nouvelle personnalité au Ghana. Il renaît. Il s'appelle désormais John Aka. Et c'est un John Aka stylé, vraiment stylé, qui n'est pas du commun au Ghana, c'est tout. Alors, il faut savoir que Siapoko Prosper n'existe plus. C'est un nouveau personnage. Donc, à partir de cette période-là, il trace son chemin. Il est au Ghana. Il ne va plus revenir en Côte d'Ivoire tout naturellement. Donc, il faut trouver un point, ou du moins une localité où il va rapidement prendre l'avion et quitter la sous-région. D'autant plus que Interpol est déjà sur son dos, sur ses traces. Il va donc cibler un autre pays, c'est le Burkina Faso. On parle d'environ 600 km si on veut prendre Accra à Ouagadougou, quitter le Ghana, direction le Burkina Faso. Mais il ne va pas prendre l'avion. Il va donc passer par les postes frontières terrestres. C'est en ce sens qu'il sera remarqué et repéré au niveau du poste frontière de Dakola. Dakola, c'est environ 12 km au sud de Pau. Pau qui est une ville du Burkina Faso qui n'est pas également très loin de la Côte d'Ivoire. Lorsqu'on regarde cette carte qui s'affiche là par exemple. Donc il est repéré à ce niveau-là parce qu'on met un tampon dans son passeport. C'est ce qui va marquer la différence et expliquer le trajet de l'homme. Mais l'on ne va pas l'arrêter à ce niveau-là. Non, il va continuer à pénétrer le pays. Il intègre donc le pays des hommes intègres. Il va donc s'installer à Ouagadougou. Et le plan, il est clair. En l'espace d'une semaine, réussit à avoir tous les documents qui vont nous permettre très rapidement de décoller, quitter l'Afrique, direction l'Allemagne. Arrivé à Ouagadougou, certaines sources s'accordent pour dire que l'homme va louer une résidence où il sera avec certaines filles. On parle de beaucoup de filles. Profiter pendant ce temps-là de son argent, déjà en Afrique, en attendant de quitter le continent. Il a même offert des cadeaux à ces femmes-là. On parle de motos qu'il a achetées pour ces demoiselles-là. Mais ça, c'est un élément, un détail moins important. Le moment arrivé, il va donc se rendre à l'aéroport. Et lorsqu'il arrive dans cet endroit, il est installé et passe tous les postes de contrôle. Il va donc attendre, patienter dans la salle d'embarquement. Pour ceux qui ne savent pas concrètement de quoi il s'agit, c'est pour le dire terre à terre, la dernière salle où l'on doit patienter avant de prendre le cadre, de diriger vers l'avion et par la suite embarquer. Il est donc installé confortablement en train d'attendre. Et c'est là que tout va se jouer. Installé dans la salle d'embarquement, il attend donc le moment pour pouvoir prendre le car, monter dans l'avion, quitter le continent. Il attend ces secondes-là. Il les compte pour être libéré. Mais il y a un jeune stagiaire sur les lieux qui va passer pour un contrôle. Le tout dernier contrôle qui a été installé par un certain Enoch Sorgo. Enoch Sorgo, c'est le commissaire principal au niveau de l'aéroport qui est chargé de la surveillance, du contrôle des passeports, des visas, du contrôle de façon générale. Alors le stagiaire vient, il récupère les documents de tout un chacun. Pendant qu'il prend ces documents, il les lit, il regarde. Et au niveau de John Aka, donc Siapoko, il y a quelque chose qui ne colle pas. Dans l'esprit du jeu, c'est pas vraiment clair. Lorsqu'on regarde le document de Siapoko, lorsqu'on regarde son visa, il y a quelque chose qui ne va pas. On va donc à partir de cette période-là voir le jeune stagiaire stopper, bloquer M. Siapoko, lui demander d'attendre quelques minutes, quelques secondes. Il revient. Il faut savoir que avant ce contrôle-là, M. Enoch Sorgo n'était pas sur les lieux. Il avait une migraine après son témoignage à lui. Il était donc hors des lieux. Mais lorsqu'il revient, et ça coïncide, le jeune stagiaire va lui présenter le document et le problème. Il dit qu'on a un client qui doit embarquer tout à l'heure, mais il y a une incompatibilité lorsqu'on regarde de près son passeport et ses autres documents. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, le commissaire principal va donc aller sur les lieux, rencontrer le jeune John Aka, le Ghanéen. Et lorsqu'il discute avec John Aka, il se rend compte que oui, ça devient de plus en plus étrange parce que le Ghanéen ne parle pas vraiment le langage ghanéen.
Sa manière de parler le français est tellement fluide qu'on aurait l'impression qu'il a grandi, qu'il a vécu, qu'il n'est même pas gagné, qu'il était ou qu'il est français. Donc à partir de cette période-là, il y a une petite doute qui commence à s'installer. Et lorsqu'on regarde le visa et le passeport de l'homme, on sent l'impression de falsifié, parce que c'est un visa Schengen, mais qui est vraiment étrange. On va donc demander à M. John Aka de patienter, mais de venir avec ces contrôleurs-là dans une salle où ils vont discuter en profondeur. Pendant la discussion, il va lui faire comprendre qu'il a signé un voyage immédiat à réaliser. Il doit se rendre en Europe pour ses affaires. Il a des véhicules, des cylindrés qu'il doit récupérer, acheter pour son activité économique et commerciale, que le temps presse. C'est donc dans ce carnaval-là qu'on va lui demander de revenir. Nous sommes là un vendredi et il est censé revenir le lundi. Et ça, c'est un élément très important. On va revenir sur tout ça. Ne vous inquiétez pas. Alors, lorsqu'il part, il revient donc le lundi. Et c'est ce lundi-là qu'il revient tout différent. D'abord, revenons à ce vendredi. Lorsqu'il venait, il était dans un costume. Je savais que Interpol était saisi. Donc, ma photo était quand même diffusée un peu partout. Alors, il fallait utiliser une astuce. Donc, en venant du Ghana vers le Burkina, j'ai utilisé cette perruque. J'étais habillé dans un costume bleu dormeur. En me voyant, on ne pouvait pas penser à un seul instant que... Une perruque. Mais le lundi, lorsqu'il revient, il est dans une chemise décontractée, entre autres, sans perruque. À partir de ce moment-là, on commence à se poser des questions. Est-ce que c'est John Aka, c'est vraiment John Aka? C'est en ce sens que ces deux personnes-là qui étaient déjà à la base, donc le commissaire principal et son stagiaire, vont rentrer en contact avec une dame, Madame Sano, qui elle va analyser le sujet et rappeler qu'elle avait un journal de fraternité matin, l'hebdo, le quotidien ivoirien. Et lorsqu'elle regarde, elle voit qu'il y a un petit lien entre John Aka et le personnage qui est sur le journal. En réalité, lui qui est recherché par Interpol. Mais la différence, du moins le problème, c'est qu'il porte un chapeau. Du coup, on a un peu de problème à décerner le vrai, du moins à certifier l'idée selon laquelle, du moins la posture selon laquelle on a en face de nous M. Sia Popo Prosper. D'autant plus qu'on est en face d'un gagnant, selon ce qui est dit. Donc, ils prennent quelques secondes de réflexion et décident d'utiliser la manière forte. Ils vont donc s'approcher et demander à M. John Aka de le retrouver au poste. Rapidement, ils auront une discussion tendue avec l'homme et dit que vous êtes en réalité M. Sia Popo Prosper et vous vous faites passer pour un autre. Une discussion qui va prendre quelques minutes et très rapidement on verra que M. Sia Popo va admettre qu'il est en réalité Sia Popo et non John Aka et proposer de l'argent à ces personnes-là, ces contrôleurs, dans l'optique de lui permettre de quitter le Burkina Faso. Il y aura donc un moment de flottement. Mais ces personnes vont décider de ne pas accepter la corruption et rapidement il sera enfermé. Il y aura un point de presse qui sera tenu par les autorités politiques et sécuritaires du Burkina Faso, à l'image du ministre de l'Intérieur du Burkina Faso, M. Djibril Bassolé, qui va dire ceci. Il avait un passeport ghanéen et il parlait parfaitement le français. Et il avait un visa, je crois, qui comportait certaines anomalies. Bien sûr, tout de suite, l'attention des agents en service a été attirée. Il en a rendu compte à ses supérieurs et il se trouve que, justement, par rapport à l'avis de recherche, ils avaient déjà une idée sur la description physique de l'intéressé. C'est ainsi qu'ils sont allés plus en profondeur dans l'interrogatoire et ils ont pu établir qu'il s'agissait bel et bien de Sia Popo Prosper, dont ils détenaient d'ailleurs les pièces d'identité nationale. Mais au même moment, au même endroit, il y avait également les propos de M. Sia Popo Prosper. Il est donc retenu. Mais les questions qui lui sont posées sont très stratégiques et importantes. Entre autres, on lui demande combien est-ce qu'ils ont volé. Et où se trouve cet agent? Qui était ceux avec qui il travaillait? Bref, voici la séquence de questions qui a été posée à M. Sia Popo Prosper et les réponses surtout qu'il a données à ces questions-là. Écoutez. Lorsqu'on a réalisé l'opération, nous avons pris, ce que je sais après mes évaluations personnelles, je crois 2 milliards 5 millions de francs CFA. 2 milliards 5 millions. Où se trouve cet argent? Ça, c'est une question que je ne peux pas répondre. Je ne peux pas vous dire où se trouve cet argent. Nous allons faire, quand on fait un hold-up, on prend les sous, on dépose en lieu sûr pour ces vieux jours, puis on sait qu'on va faire la prison. Donc, je ne peux pas vous dire où se trouve cet argent. On ne peut pas faire un hold-up tout seul. J'ai des complices. Mais ces complices-là sont des professionnels du hold-up.
j'insiste dessus, c'est des gens, tout ce qui est hold-up à Abidjan concernant exclusivement les banques, c'est leur œuvre. C'est des Ivoiriens. Eux tous sont des Ivoiriens. Et après tout cela, il y aura la venue du ministre de la Justice de Côte d'Ivoire, M. Désiré Tagro. Il faut savoir que cet homme a été nommé ministre de la Justice juste après la mort d'un certain Bala Keïta. Il a été nommé le 5 août 2002. Alors que M. Bala Keïta a été assassiné dans la nuit du 1er au 2 août 2002. Et lorsqu'il arrive, quelques semaines seulement plus tard, il y a l'affaire Sia Popo Prosper. Donc, il est en face de nouveaux problèmes, de gros dilemmes. C'est lui qui va se rendre au Burkina Faso, alors que la relation entre les deux pays, la Côte d'Ivoire et le Burkina, n'est pas vraiment au beau fixe, et mettre la main sur le fugitif, rentrer avec lui direction la Côte d'Ivoire. Arrivé en Côte d'Ivoire, il est d'abord enfermé au niveau de l'école de gendarmerie, puis transféré à la MACA, et bizarrement, étrangement, l'on n'entendra plus parler de Sia Popo Prosper. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il s'est évadé? C'est un mystère. Là maintenant, nous allons décortiquer tout ce qui s'est passé et voir qu'est-ce qui est étrange, ou du moins qu'est-ce qui doit attirer notre attention chez cette histoire. D'entre deux jeux, le tout premier élément, du moins celui-là qui est très important, c'est en réalité ce qui est survenu pendant le braquage. Vous l'avez remarqué, pendant le braquage, il y a un véhicule qui est rentré derrière le camion qui était venu charger. Et ce véhicule-là, étrangement, portait le matricule D10. Alors, pour ceux qui ne savent pas de quoi est-ce qu'il s'agit, qui ne sont pas encore surpris, c'est le matricule de la présidence. Ce qui signifie quelque part que le véhicule provient de la présidence. Mais non, on ne va pas aller très rapidement pour dire ça, parce que ça peut être un trucage, ça peut être une copie. Donc, on n'est pas certain en disant que le véhicule a été pris à la présidence. Ça, c'est déjà un élément important, mais notons-le et mettons-le de côté. Pendant le braquage, aux alentours de 11 heures, l'on a remarqué que tous les éléments qui auraient permis d'empêcher le braquage étaient défaillants et simultanément. D'abord, prenons l'élément le plus important, qui est fondamental. Dans toutes les banques du monde, surtout celles comme la BCAO, il y a un élément qui est un signal, un point signal qui est connecté au commissariat. Mais ce jour-là, le point signal ne marchait pas. Et lorsqu'on a appuyé pour tenter de rentrer en contact avec le commissariat pour dire qu'il y avait un braquage à la BCAO, ça ne fonctionnait pas. Mais au-delà de cela, il y a beaucoup d'éléments qui permettent de bloquer ou du moins de rasséréner la sécurité. En ce sens où il y a des éléments faciaux, digitaux, qui doivent être confirmés avant qu'on puisse avoir accès à certaines entrées et autres au niveau de la banque. Tous ces éléments ont été passés sans problème. Comme s'il y avait quelqu'un en réalité qui avait piraté tous ces éléments-là. Ça, c'est un élément qui doit attirer notre attention. Mais lorsqu'on est là, on ne comprend pas concrètement qui peut faire cela. Parce que la seule personne qui était à mine de réaliser cela, c'était Sia Popo Prosper, le vigile. Mais comment est-ce qu'il va s'arranger pour avoir tout ça? Et d'ailleurs, les enquêtes n'ont pas prouvé concrètement que c'était lui qui était à la base de cela. Les enquêtes ont prouvé qu'il était le chef d'orchestre de ce coup-là. Mais n'a jamais été à la base de ça. C'est-à-dire truquer tous ces éléments, les pirater en même temps. Bref, c'est un élément très étrange qu'il faut qu'on en compte. Mais revenons, du moins, continuons l'histoire. Lorsque Sia Popo Prosper quitte la Côte d'Ivoire, ils seront au Ghana. Et au Ghana, il se crée une nouvelle personnalité, John Akar. Mais lorsqu'il se crée cette personnalité, l'objectif au-delà de se créer cette personnalité, c'est de quitter le continent africain, donc se rendre en Allemagne. Mais pourquoi est-ce qu'il ne quitte pas le Ghana pour aller au Togo? Parce que lorsqu'on regarde la frontière Ghana, Accra, Togo, Aflao, qui est la première localité, lorsqu'on prend la route côtière, donc c'est moins long que le Burkina Faso qui a 600 km. Encore moins la Côte d'Ivoire parce qu'il ne va pas retenir en Côte d'Ivoire. Donc le point le plus proche, s'il voulait s'échapper ou au moins quitter la localité, ça aurait été aller au Togo, du point de vue stratégique. Mais pourquoi il ne va pas au Togo et c'est au Burkina Faso? Là, un point très important. Mais ici également, on a une réponse. La réponse peut être claire et simple. C'est que à cette période-là, la situation, ou du moins la relation diplomatique entre la Côte d'Ivoire et le Togo était au beau fixe, contrairement à la relation entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Donc par exemple, aller au Burkina, ça allait permettre à ce que les autorités burkinabées ne nous dénoncent pas auprès des autorités ivoiriennes. On peut voir ça comme ça. Parce que, vous savez, la Côte d'Ivoire à l'époque était dans un conflit avec l'État burkinabé selon lequel il y avait des ressortissants ivoiriens qui préparaient un coup contre la Côte d'Ivoire au Burkina et que les autorités burkinabées ne voulaient pas les livrer. Il y avait également le fait qu'en Côte d'Ivoire, il y avait des burkinabés qui étaient attaqués par certains Ivoiriens. Il y avait également le concept d'ivoirité qui était en train de revenir. Bref, il y avait vraiment une tension entre les deux pays. Donc, aller au Burkina pourrait être avantageux dans ce sens-là. Donc, il décide d'aller au Burkina. Ça peut s'expliquer comme ça. Mais arrivé au Burkina, l'autre élément qui est surprenant, c'est que lorsqu'il est arrivé à l'aéroport et qu'il a été arrêté pour la première fois, l'on lui a donné quelques temps
Donc, on lui a demandé de rentrer chez lui et de revenir le lundi. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas décidé de quitter le pays par des voies ou par la voie terrestre? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas choisi d'autres moyens? Parce que d'autres canaux lui auraient certainement, on pourrait dire ici, permis de quitter, bien évidemment, la zone ouest africaine et se retrouver loin de là, quitter le continent. Mais pourquoi est-ce qu'il est revenu? Ça devait être un élément qui pourrait attirer notre attention. Mais on va continuer en énumérant les éléments et peut-être à la fin, on pourra tirer une conclusion très importante. Après cela, il y a l'événement autour de son arrestation concrètement. Lorsqu'il est arrêté, il est envoyé devant les caméras. Et on lui pose des questions. Comment est-ce que tu as volé? Pourquoi est-ce que tu as volé? Tout ça. Où se trouve l'argent? Mais regardez de vous-même, regardez cette vidéo, cette séquence. Regardez la sérénité avec laquelle l'homme est installé. L'homme est en train de s'exprimer. Il parle comme si en réalité, il avait déjà prévu tout ce qui est en train de se passer. Il parle comme si il a une garantie qui allait lui permettre en réalité de ne pas croupir derrière les barreaux. Il parle comme si la prison c'était quelque chose ou du moins un endroit où il n'allait jamais ou du moins n'allait pas arriver. Il parle avec une sérénité qui n'est pas de vigile qui a braqué une banque avec plus d'1 milliard entre les mains. Il n'a pas peur et cette sérénité doit déjà attirer notre attention. On devrait se dire que il a des relations haut placées, mais c'est pas suffisant. Lorsqu'il est arrêté et envoyé en Côte d'Ivoire, il faut savoir qu'il y a d'autres personnes qui déjà étaient poursuivies. Et pour le dire très rapidement, la Côte d'Ivoire, du moins l'État de Côte d'Ivoire a réussi à mettre la main sur 350 millions de francs CFA, sur les 2,6 milliards qui ont été volés. Cet argent a été récupéré de la main des complices du jeune Sia Bobo Prosper. Et parmi ces complices, l'on peut citer les plus énigmatiques, que sont Kao Desao Maxime et Diaby Lassina. Diaby Lassina, par exemple, c'est environ 14,7 millions qui ont été récupérés entre ses mains. Mais en ce qui concerne Maxime, il faut savoir que l'homme a étrangement perdu la vie dans la nuit du 3 au 4 septembre. Il a été assassiné. Mais ça, c'est pas le plus important, ou du moins le plus alarmant. Là où il a été assassiné, c'est cet élément-là qui doit nous intriguer. Il a été assassiné dans les locaux de la police judiciaire, la PJ. Et c'est cet élément-là qui doit déjà interpeller notre position, notre manière de comprendre le phénomène. Pourquoi assassiner des gens qui pourraient être, on va dire, des interlocuteurs directs qui nous mettront en contact par des indices avec le responsable premier? Mais lorsque le principal, Sia Bobo Prosper, arrive en Côte d'Ivoire, il est envoyé à l'école des gendarmeries, où il est enfermé pour l'instant, en attendant le procès et sa condamnation. Enfermé à l'école des gendarmeries, il y aura à partir de cette période-là de grosses rumeurs sur lui. Les rumeurs selon lesquelles il est attaqué par les gendarmes. Ils veulent le tuer également. Mais lorsqu'on va dans le concret, il faut savoir que l'homme finit par ingurgiter une substance. On parle d'acide pour certains et pour d'autres, il ne s'agit pas vraiment d'acide. Mais le docteur lui-même dit qu'il ne s'agit pas d'acide. C'est en ce sens qu'il sera envoyé d'abord à l'hôpital de l'école des gendarmeries, puis au CHU de Cocody. Mais lorsqu'il envoie au CHU et se rétablit, du moins commence à se rétablir, il dit ouvertement que c'est un gendarme qui s'en est pris à lui, qui voulait le tuer. Et pour ne pas qu'il soit tué par le gendarme, il a préféré ingurgiter cette substance-là. Il demande même à son avocat de porter plainte contre ce gendarme-là. Il faut comprendre que quelque part, on voulait également l'assassiner. Comme on a assassiné Maxime, ou comme on a vu beaucoup de ses complices qui ont disparu dans la nature. Mais quel est l'intérêt derrière l'assassinat de Sia Bobo Prosper? D'autant plus que l'homme était recherché pour un délit et on l'a retrouvé. Normalement, on doit le mettre en prison, n'est-ce pas? Mais pourquoi l'assassiner? C'est ce sens qu'il ressort de l'hôpital. Et quelques temps après des procédures, il est envoyé à la Maca. À la Maca, tout va bien, selon les rumeurs. Il pratique même le sport, il vit du moins normalement. Il a même retrouvé certains camarades du braquage. Non, il vit normalement. Et c'est quelques temps après, pour certains 2 semaines et pour d'autres 2 mois plus tard, qu'on n'entendra plus parler de Sia Bobo Prosper. Il est mort, il a disparu, il s'est évadé, personne ne saura. À la fin de Sia Bobo Prosper, on n'en parlera plus en Côte d'Ivoire. D'autant plus que la situation sécurité en Côte d'Ivoire est grave avec la tentative de coup d'État. Il faut savoir que Sia Bobo Prosper n'est plus en prison à partir de 2 mois plus tard, son arrestation. Tous ces éléments doivent nous attirer vers 2 éléments. Soit Sia Bobo Prosper avait des relations, du moins une relation, avec des hauts placés politiques dans le pays à l'époque, qui eux l'ont utilisé pour une mission claire et nette. Il faut savoir qu'à cette période en Côte d'Ivoire, il y avait vraiment une tension. Tout le monde s'inquiétait parce qu'il y avait le spectre du décès de M. Bala Keïta qui rôdait encore à Abidjan, mais il y avait aussi et surtout l'idée selon laquelle la Côte d'Ivoire sera bientôt frappée par un coup d'État. Donc, les Ivoiriens étaient tendus. Il fallait donc les détendre avec un événement, du moins les distraire entre autres avec un autre événement.
Donc, on pourrait comprendre par là que les acteurs politiques ont mis en place ce projet-là, qui est poussé par Sia Popo Prosper, dans l'optique qu'il puisse détourner l'attention temporairement, afin qu'on puisse revenir sur les sujets plus importants beaucoup plus tard. Cette piste peut être exploitée, mais elle n'est pas seule. La deuxième piste, c'est l'idée selon laquelle Sia Popo Prosper n'était pas nécessairement en relation avec les autorités politiques de Côte d'Ivoire. Il était là pour une mission claire. Il était là pour un rôle très important. Sia Popo Prosper a été envoyé par les autorités politiques de Côte d'Ivoire à l'époque dans l'optique de réaliser une mission qui était celle-là d'infiltrer le Burkina Faso. On pourrait comprendre sous cet angle-là, parce que ne pas se tourner vers d'autres pays beaucoup plus proches que Sébadé et aller au Burkina Faso. Parce qu'il faut savoir que son moment passé au Burkina Faso a été une période au cours de laquelle il a été en contact avec de nombreuses personnalités, voire de nombreux acteurs importants dans le système. Mais quel est l'intérêt en réalité, au final, d'envoyer soit Sia Popo Prosper au Burkina Faso pour une mission tacite ou de pousser Sia Popo Prosper à distraire la population ivoirienne à cette période-là? Alors, la question vous revient. Selon vous, quelle est la piste la plus probable? Non, quel est l'élément, du moins la relation qui pouvait exister et qui a permis à ce que Sia Popo Prosper puisse disparaître de la nature après tous ces événements? Et comment est-ce que vous expliquez tous les indices qu'on a soulevés qui sont très étranges dans le parcours, du moins dans le braquage et l'évasion de l'homme? À vos claviers, exprimez-vous en commentaire. Dites-nous, qu'est-ce que vous pensez? Moi, je ne sais pas. Entendre parler notre frère journaliste, j'ai l'impression qu'il fait un clin d'œil au pouvoir en ce moment-là. Parce que le pouvoir en place était M. Laurent Gbagbo. Parce qu'en 2002, il y avait la transition. Bon, pas transition, mais je vais dire que Guéry Robert avait perdu le pouvoir et c'était M. Laurent Gbagbo qui dirigeait. Donc, s'il parle de, comment on appelle ça, du pouvoir en place, moi je pense que des autorités ivoiriennes, il veut parler du pouvoir de M. Laurent Gbagbo. Mais en voie de près, pourquoi est-ce que, comment on appelle ça, M. Laurent Gbagbo ou bien les autorités allaient envoyer, comment on appelle ça, M. Sia Popo pour infiltrer le Burkina Faso. Pourquoi? Par rapport à quoi? Par rapport au coup d'État qu'il devait orchestrer. Mais s'ils savaient ça depuis fort longtemps, pourquoi ne pas les accueillir avant bien même que ouais, ils ne rentrent en Côte d'Ivoire? Oui, s'ils savaient ça, s'ils avaient jamais les soupçons de ce coup d'État-là, de cette rébellion-là. Donc, moi, c'est la question que je pose. En ce qui concerne Sia Popo, à la fin, qu'est-ce qui est devenu Sia Popo? Il a même posé la question. Et moi, je dis, cette rébellion-là a quelque chose à voir avec M. Sia Popo. Parce que une somme de 2,6 milliards et que ça a été retrouvé seulement que 364 millions, mais le reste, les 1 milliard et le reste qui est dessus, où ça va? Où c'est parti? Il y a 1 milliard 700 millions, je crois bien, hein, 700 millions, quelques poussières. 700 millions, hein, 700 millions. Où c'est parti? La rébellion a été financée comme on parle de Draman. Mais Draman a trouvé l'argent où? Même si la France devrait même mettre sa main dedans, mais je ne crois pas qu'elle pourrait financer autant, parce qu'il faut savoir que ces gars-là, ils étaient vraiment armés. Bon. Moi, je dis que, moi, c'est mon même avis. Vous pouvez mettre dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi, je dis que la rébellion a un lien avec le vol de la BCEAO, surtout du vol du coup commenté par Sia Popo, c'est-à-dire le braquage de Sia Popo, comme il le signifie très bien,
ceux-là, c'est de grands braqueurs, c'est des grands, ils sont vraiment formés pour ça et ils sont spécialistes dans le braquage des banques. Donc, comment c'est possible qu'il y a des gens spécialisés dans le braquage des banques et je comprends que cela est arrivé seulement que en ces moments difficiles-là, en ce moment que il y a le coup d'État, d'abord le coup d'État de 99 et à la suite, en 2002, il y a eu le deuxième coup d'État. Et les liens comme il a présenté, Bala Keïta meurt par assassinat. Et ensuite, quand ils sont arrivés, le ministre qui était là, comment il s'appelle là? Bon, c'est pas Boga, c'est le ministre de l'Intérieur. Son nom m'échappe. Ce monsieur, il a été assassiné. Il a été assassiné, c'est-à-dire que le monsieur, il est arrivé, quand la rébellion a commencé, c'est le premier qui a été assassiné. Il fait partie des premiers qui ont été assassinés. Boukadoudou, qui a été assassiné. Donc, c'est des points clés qu'ils ont choisis pour les assassiner. Mais qui savaient très bien qu'ils étaient aussi au courant de tout ce qui s'est passé autour de cette question-là. Il y avait plein de choses. Il y en avait plein. Donc, moi, je sous-entends la chose comme ça. Quelqu'un d'autre va comprendre autrement, va dire que c'est le pouvoir en ce moment-là qui était en question. C'était en question. Mais moi, je ne crois pas. Parce que ça peut être un montage. C'est un montage, je peux dire. Ça ne peut pas être un montage, mais c'est un montage. Parce que l'État de Côte d'Ivoire, par exemple, un gouvernement ne va pas se permettre d'aller, comment dirais-je, braquer une banque en utilisant sa propre plaque. C'est un indice flagrant. Donc on ne peut pas se permettre ça. Et puis, quand vous allez voir ces gars qui disent oui, celui-là, il a été, et voilà, qui il se fait assassiner. Bon, il se fait assassiner, c'est un peu trop dit, mais qui a été assassiné. Vous voyez, si, le nom me revient, monsieur Désiré Tagro. Mais vous voyez, ça, Désiré Tagro, et ça a été aussi, comment on appelle ça, l'autre ministre de M. Goulon Gbagbo, le mince là. Ouais. Vous voyez. Donc, ils ont été pleins comme ça, ils ont été ciblés, qui ont été éliminés. Parce que c'était des gars clés qui pouvaient quand même donner des éclaircissements sur cette affaire-là. C'est-à-dire qu'ils tenaient à ce qu'il y ait des éclaircissements sur cette affaire-là. Donc, pour ne pas qu'ils arrivent à pouvoir toucher ces personnalités-là, ils ont dû les éliminer. Vous voyez? Ouais. Bougadoudou. C'est des gars qu'ils ont vraiment ciblés. Ils ont vraiment ciblé. Donc, moi, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Et chacun de nous, quand il va regarder cette vidéo-là, va pouvoir donner son avis, va pouvoir quand même commenter et on va en discuter. Parce que chacun de nous a une version de cette affaire de braquage. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai dit, le pouvoir en place ne peut pas permettre ça. Au moment-là, en 2002, là, le pouvoir en place ne pouvait pas permettre ça. Étant donné que on venait juste de passer, comment on appelle ça, le coup d'État de 99. On a fait les élections de 2000 pour mettre un président en place.
Il n'a même pas encore exercé ces trucs. Et puis on va aller se mettre dans une affaire de braquage. Est-ce que vous êtes sûr que quelqu'un peut faire ça? Non. Connaissant M. Laurent Gbagbo, ne peut pas permettre ça. Même s'il y a quelqu'un de son pouvoir qui pouvait faire un tel truc, il va quand même taper sur la table. Il ne va pas quand même permettre ça. Non, c'est pas possible. Donc, moi je dis, les commanditaires là, ce sont les gars de la rébellion. Donc, ne nous emmerdez pas. Donc, sur ce, à bon entendeur, au revoir.